Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live en direct de la ferme de Paris. Aujourd'hui, c'est Enora et William qui nous accueillent et qui vont tout nous dire sur ce que c'est la permaculture. Bonjour Enora, bonjour William. Bonjour. Bonjour tout le monde, donc je suis Enora, conseillère environnement à la ferme de Paris. Bonjour, moi c'est William, je suis volontaire service civique à la ferme de Paris. Donc je fais partie de l'équipe d'animateurs, je participe à la création des activités et j'accueille le grand public le week-end et pendant les vacances aussi. Est-ce qu'on est ouvert en ce moment? Non, malheureusement en ce moment nous ne sommes pas ouverts, mais on se numérise rien que pour vous. Oui, c'est ça en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc on va vous présenter en 4 vidéos ce mois-ci ce qu'est la permaculture et comment on s'appuie sur la permaculture à la ferme de Paris pour dans la gestion agroécologique de notre site. Permaculture, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement permaculture? Ah oui, alors oui, c'est vrai que je ne veux pas embrouiller le public, c'est vrai que c'est un grand terme, la permaculture, mais en fait c'est assez facile à comprendre. En fait la permaculture c'est une éthique qui vise à vraiment intégrer l'homme dans son environnement et en fait en s'inspirant de la nature. Donc c'est vrai que la permaculture ça peut toucher à tous les domaines, mais à la ferme de Paris c'est ça, on s'inspire des principes de la permaculture pour faire évoluer notre site, donc soit dans la gestion du site, soit quand on mène des activités avec le public, on partage, on travaille avec le public dans des ateliers participatifs. Donc voilà comment on applique ces principes-là à la ferme. Et je vais donner la parole à William pour qu'il nous présente un petit peu la permaculture, mais plus concrètement en forêt nourricière. Donc alors là avec Enora on vous a fait un petit plan. Donc ici vous avez l'entrée de la ferme de Paris et nous, la forêt nourricière se trouve juste là. Donc on se trouve vraiment en périphérie de la ferme, donc on est vraiment très excentré. La forêt nourricière fait à peu près 1000 m². Mais c'est vrai que d'ailleurs, donc l'entrée est là de la ferme. Oui, juste aussi. Et vous l'avez vu, hein, Carlos et Gualtiero, pour venir en forêt nourricière, on a marché au moins 10 minutes. On est là. Elle fait quelle superficie la ferme déjà? La superficie de la ferme c'est 5 hectares, 50 000 m². Donc en permaculture c'est très important parce qu'on va beaucoup parler de zonage et de design. En fait on va fonctionner par éloignement croissant en fonction de nos besoins de déplacement. Et c'est aussi pour préserver la nature. Donc quand on illustre ça à la ferme de Paris, voici ce que ça donne. Donc ici c'est notre zone de vie, donc avec la couleur bleue, donc la zone 1. Ensuite on va retrouver en zone 2, donc en couleur belge, c'est tous les bâtiments des animaux et le hangar. Donc les bâtiments des animaux, donc c'est la basse-cour, la porcherie, la chèvrerie et la bergerie. Donc pour un bien-être animal, on est obligé d'y aller plusieurs fois par jour. C'est ce qu'on a vu déjà dans des précédents directs. Exactement, exactement. Donc ensuite, on va s'éloigner encore un peu. Donc ici, en jaune, on va retrouver donc, le potager pédagogique, le petit potager et l'épicerie. Donc là, c'est des zones où on va vraiment y aller une fois par jour à peu près. Ensuite, là, on va passer vraiment à des périodes de plus de saison. Donc on va retrouver le verger, les prairies, les champs de culture et la petite zone qui se trouve juste ici, juste là. Donc c'est ici que se trouve la vanne qui nous permet donc d'accéder à la parcelle de biodiversité. Donc cette vanne va nous permettre d'alimenter en eau usée, la mare qui se trouve juste ici. Et donc en zone 5, on a la mare et la forêt nourricière. Donc la forêt nourricière, ça correspond à l'espace sauvage de la ferme de Paris. Exactement, c'est des zones de refuge. Donc en agriculture, c'est très important d'avoir ce genre de zone. Donc ça va nous permettre, ça va permettre aux animaux, donc comme les oiseaux ou les insectes, de venir faire un garde-manger. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, rendez-vous le dernier mercredi du mois de février. Le 24 février à 14h30, bien sûr. Pour l'agroécologie de la mare. Oui, c'est ça. On parlera des auxiliaires de culture dans l'écosystème mare. L'écosystème, exact. Voilà. L'écosystème de la mare. L'écosystème. Donc voilà, là c'était une approche un peu théorique. On a parlé du zonage, comment c'est important pour nous d'avoir un espace qui est aménagé pour la nature, mais pour le cultivateur et la cultivatrice aussi. Et maintenant, j'aimerais qu'on... Tu nous amènes voir. Oui, je vous emmène voir et je vais vraiment vous montrer
voilà, quelle synergie on peut observer en forêt nourricière et quels sont tous les intérêts d'avoir tel ou tel type de plante ici. Et ensuite, on verra aussi comment on peut l'appliquer en ville. Alors, on va aller de l'autre côté de la forêt. Hop, on passe par ici. Il fait froid aujourd'hui. Je vous rappelle, nous sommes à la ferme de Paris, en compagnie d'Enora et William, pour découvrir les principes fondamentaux de la permaculture. Voilà, donc en premier lieu, on ne s'est pas encore vraiment arrêté sur ce que c'est une forêt nourricière, pourquoi ça s'appelle comme ça, et pourquoi c'est un modèle qu'on retrouve beaucoup en permaculture. La forêt nourricière, c'est un modèle de gestion horticole où en fait on vient reproduire, on vient cultiver sur toutes les strates qui sont visibles naturellement en forêt. Donc toutes les strates, c'est du couvre-sol à la canopée. Donc la canopée, vous l'avez derrière moi. Là, on a un grand chêne et le couvre-sol. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Le couvre-sol peut venir nous alimenter. En fait, comme toutes les strates de la forêt, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir manger toute l'année. Donc toute l'année de janvier à décembre, on peut se nourrir en forêt nourricière. Là, on est en février. Je vais vous montrer quelles sont les plantes comestibles du moment. Donc attention à tes pieds, Carlos. On rentre ici. Donc ici, en fait, dans cette parcelle-là, on cultive la plante qui s'appelle le lierre terrestre. Donc on la voit ici. Donc là, on est en hiver, donc on voit qu'elle est plutôt en fin de... Le lierre terrestre, c'est une plante qui est comestible, elle est très bonne crue comme cuite. Moi personnellement je l'aime bien crue parce qu'au printemps et en été, elle fait des petites fleurs violettes qui sont très très sucrées et c'est super bon cru. Donc voilà, ici on cultive cette plante-là qui vient couvrir notre sol. C'est très... voilà, je te soulève encore. Dégradation. Est-ce que je t'emmène voir un autre couvre-sol? Oui. Alors, ici, on a une autre plante, très différente. Tu la vois? Tu m'entends? Oui. Donc, c'est l'aspérule odorante. Donc là, c'est plutôt une plante aromatique. Tu la vois même là, ici, elle a une autre couleur. Tu vois, en fin de cycle, elle est un peu plus violacée. L'aspérule odorante, en fait, elle est assez intéressante. On l'a fait sécher, elle développe des arômes de vanille. Donc ça, c'est super intéressant de l'avoir en cuisine. Et en fait, il faut savoir qu'elle a des molécules en commun avec la fève tonka. C'est une fève qui est beaucoup utilisée en pâtisserie. Donc voilà un petit mot pour les plus gourmands parmi l'audience. Donc voilà, là je vous ai présenté 2 plantes couvre-sol. On s'en sert à la ferme pour les manger. On fait des activités de cueillette de plantes sauvages avec le public. Mais voilà, quelles sont en fait les autres fonctions à part nous nourrir? C'est très important de cultiver exprès ce type de plante. Je vais vous dire pourquoi, mais avant ça, est-ce que parmi les personnes qui nous regardent, vous pensez à une autre plante qu'on trouve beaucoup dans les sous-bois des forêts franciliennes, qui vient tapisser le sol et qui est super reconnaissable. Donc je vous laisse prendre un petit moment dans le chat et en attendant, je vous explique pourquoi on cultive le couvre-sol. Donc, le couvre-sol, en fait, c'est des petites plantes, on l'a bien vu, qui font des petites racines. Les petites racines, elles vont attirer un certain type de champignon qui va venir s'emmêler, faire des petits filaments autour de ces petites racines-là et ça va créer un système qu'on appelle les mycorhizes. Donc c'est un mot un petit peu technique, mais en fait les mycorhizes sont super intéressantes pour le jardinier parce qu'en fait elles ont la capacité de capter vraiment beaucoup d'eau. Donc en fait quand il pleut, elles viennent capter cette eau-là et au moment de sécheresse où les plantes ont besoin d'eau, en fait les mycorhizes vont venir relâcher toute cette eau-là, c'est une capacité de rendre l'eau et ainsi d'éviter au jardinier de venir arroser et d'être intrusif dans son milieu. Donc voilà. Oui, c'est ça. En fait, on vient chercher tous les services qui sont naturellement rendus par les systèmes naturels en fait. Quelqu'un nous dit le géranium sauvage. Ah, bonne idée. Le lierre terrestre, on l'a déjà vu. Ça fait des petits fruits rouges qu'on connaît beaucoup, qu'on reconnaît beaucoup surtout. Est-ce qu'ils sont comestibles? Oui.
Alors, est-ce que ça vient? Bon, je vous donne un indice en image. Il y a François qui propose l'ail des ours. Ah, l'ail des ours, c'est pas un couvre-sol. Mais venez regarder. Regardez ces feuilles-là. Donc là, il n'y a pas de fleurs ni de fruits en ce moment. Mais est-ce que ça vous fait penser à quelque chose de comestible? Oui, en effet, oui. Alors là, c'est cadeau, là. Ils doivent le instant. trouver. Oui, oui, j'espère. Fraisier des bois. Oui, bravo. fraisier des bois, super. Bon, merci pour la participation du public. Oui, donc ici, alors ça ressemble au fraisier des bois, mais là c'est juste une plante qui ressemble énormément. En fait, en forêt, on trouve les fraisiers des bois, on trouve aussi le faux fraisier. Ici, typiquement, c'est du faux fraisier qu'on a choisi de cultiver ici. Donc les feuilles ressemblent, les fleurs ressemblent beaucoup, les fruits sont les mêmes, ils sont aussi comestibles, c'est juste que ceux-là sont complètement insipides. Le faux fraisier, voilà, les fruits n'ont pas de goût, mais c'est une plante qui nous intéresse parce que les fleurs sont intéressantes pour les butineurs en fait. Donc voilà, ici c'est notre couvre-sol à nouveau, on le reconnaît bien. Et je me permets juste d'attirer votre attention sur ces jeunes plantes ici. Il faut que tu t'approches un petit peu, je pense. Donc là, on a les feuilles vieillissantes ici, c'est la consoude pour ceux qui l'ont reconnu. Bon, c'est super gelé aujourd'hui, mais voilà, c'est une plante qui est assez rêche et qui noircit beaucoup quand elle se décompose. Mais ici, voilà, avec le climat un petit peu doux, sauf aujourd'hui, qu'on a en ce moment, les jeunes feuilles sont en train de pousser. La consoude, en fait, ça fait des grosses feuilles vertes qui sont rêches, elles sont comestibles. Donc, intéressant pour nous de cultiver ici la consoude pour faire des ateliers de cueillette et de cuisine avec le public, mais la consoude en fait va créer une grosse quantité de feuilles, en fait on appelle ça la biomasse, et elle est riche en potassium et en phosphore. C'est deux nutriments que le jardinier veut retrouver dans son sol. Donc en fait quand la plante est mûre, on la fauche et on vient couvrir notre sol de ces feuilles-là pour justement nourrir le sol de ces deux nutriments. Donc là je parle d'une autre fonction de la forêt nourricière, c'est voilà, nourrir le sol naturellement. Je pense que parmi les personnes qui nous regardent, vous connaissez bien l'azote, surtout on parle beaucoup d'azote en jardinage. On a plusieurs plantes ici, notamment des arbres qu'on a plantés, parce que justement elles ont des capacités, on dit, de fixer l'azote de l'air et de le restituer dans le sol. On a par exemple un caragagna, on appelle ça aussi un acacia jaune, on a un aulne, on a un argousier. Ça c'est typiquement des arbres qui viennent capter l'azote de l'air et le restituer dans le sol au moment où il se décompose avec les branchages, les feuillages, etc. Il y a Bilan qui nous pose une question, est-ce que la consoude se mange cuite ou crue? Les deux. Les deux, nous on aime bien avec le public faire des beignets de consoude. Donc là elle est cuite, ça c'est super bon. Puisque nous rappelons que quand la Mais crue, en fait, nouveau, vous allez recevoir oui. faire des ateliers et Si vous la mangez crue, la consoude, j'invite plutôt à manger les jeunes feuilles parce qu'elles sont plus fines. Alors que quand la plante est vraiment en cours de maturation, les feuilles sont plus épaisses et comme elles ont quelques petits poils dessus. Donc bon, cru, c'est un peu moins bon. agréable. Oui, je trouve. Mais ça, c'est mon avis. Donc voilà pour les plantes fixatrices d'azote. J'ai parlé d'azote. Est-ce que quelqu'un parmi le public a pensé à l'ortie, super connue? Ici, il faut savoir, à la ferme de Paris, on cultive l'ortie. Alors, je vais vous montrer. Nous sommes à la ferme de Paris. Vous découvrez les fondamentaux de la ferme avec Enora, conseillère environnement de Voilà. Paris, et William qui nous a rejoint un peu. Donc, je vous présente notre piscine d'ortie. Alors ici, on n'y plonge pas. En revanche, on fauche. Non, ce serait... Donc, bon là on est en hiver, donc c'est sûr qu'on a des plantes qui sont en train de se décomposer, mais on observe au sol des jeunes pousses. Voilà, tout ça, attention tes mains, ça pique. Mais voilà, tu vois des jeunes pousses d'ortie. Et en fait, donc, on consomme l'ortie, là encore, mais quand on vient faucher l'ortie, il vient nourrir le sol aussi en azote. Alors celui-là ne capte pas l'azote de l'air pour le restituer dans le sol, il capte l'azote du sol pour le restituer dans le sol. C'est encore un autre processus, mais là, on cherche à nourrir et enrichir le sol. Donc voilà, j'espère qu'avec ces petites explications, vous commencez à comprendre tous les intérêts de la forêt nourricière. Et je vais donner la parole à William. Avant ça, je vois qu'il y a des petits poteaux. Oui, en fait, c'est sûr que quand on est ouvert au public, vous voyez, ici, on met une corde pour protéger cet espace du public, pour pas inciter le public à mettre la main dans l'ortie, quoi. C'est une fin pédagogique. C'est un vrai paramètre pour nous. Tout est fait pour que l'enfant soit
Et l'animal aussi, hein, c'est une protection. C'est sûr. Donc William, je te laisse présenter encore un autre avantage qu'on a en forêt nourricière. Oui, alors bien sûr, on a une autre ressource, donc c'est le bois. On en trouve sous différentes formes. Ici, on le trouve sous la forme de broyat, qui va nous servir en permaculture. Vu qu'on ne laisse jamais des sols nus, ça va nous servir à recouvrir le sol. Donc ça va nous servir à le protéger, à le nourrir, parce que le bois, c'est une matière organique. Et ça va aussi servir aux cultivatrices et aux cultivateurs à moins arroser. Donc je vous invite à me suivre. Et d'ailleurs, on peut même faire un petit plan sur le magnifique romarin qui se trouve ici. Voilà. Ah ouais, regarde les fleurs violettes, là, c'est super joli. Est-ce qu'elles sont comestibles, les fleurs? Ah, je sais pas. Je ne sais pas. La plante, enfin le feuillage. Le feuillage, oui, c'est un... Et donc on dit que c'est une plante vivace quand c'est une plante qu'on n'a pas à replanter chaque année parce qu'elle a un cycle d'1 an. Si elle a un cycle plus long, on dit que c'est une plante vivace. Une plante vivace, c'est une plante qui survit à l'hiver. Merci. Je traduis pour... On va suivre William à la ferme de Paris, à la forêt nourricière. J'espère qu'on pourra revenir quand tout ça aura pris des couleurs. Oui. Donc voici une autre façon d'utiliser le bois. Donc là, ça nous permet de délimiter nos parcelles. Donc là, vous pouvez voir qu'on l'a fait avec le tressage. Donc rendez-vous demain avec Héloïse et des stagiaires de l'école du Breuil pour savoir et surtout pour apprendre comment fait-on ce genre d'aménagement. Et donc c'est très permacole et en plus c'est spécifique à la ferme de Paris. Donc voilà, rendez-vous demain. Demain, 14h30. 14h30, bien sûr. Accompagné d'Héloïse. D'ailleurs, il y a du bois qui a été préparé pour nous juste à côté. Exactement, vous voyez, tout est prêt, c'est déjà prêt. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige entre temps. Hein, mais on espère aussi. Donc la forêt nourricière, donc c'est productif, mais pas que, car ça nous permet aussi donc la forêt nourricière, c'est aussi une gestion naturelle et autonome. Donc ça va créer d'une part un microclimat dans cet écosystème et ça va vraiment apporter un îlot de fraîcheur. Et ça, les gens, les visiteurs, quand ils viennent en été, quand il fait chaud, quand ils rentrent dans la forêt nourricière, ils nous disent « Waouh, c'est incroyable, vraiment dans la forêt nourricière, il fait frais ». Les gens, ils apprécient et c'est d'une part, c'est quelque chose qui est vraiment assez impressionnant. Nous rappelons que l'accès à la ferme de Paris, c'est un accès libre. En plus. En temps normal. Et l'espace dans lequel on vous a rejoint ce matin, c'est tout à l'heure, c'est un espace où les visiteurs peuvent s'asseoir. Exactement. Et profiter de la Donc c'est très agréable. En plus de ça, la forêt nourricière, donc, elle autorégule ses sols en eau naturellement et aussi en humus. Donc qui est... D'où vient l'osier qu'on voit? D'où vient l'osier? Cet osier vient du bois de Vincennes. Donc on a la chance ici à la ferme d'être dans le bois de Vincennes. Donc il y a toute cette économie circulaire qui peut se mettre en place où les ressources sont vraiment centralisées. Mais c'est Héloïse qui vous donnera toutes les réponses à vos questions demain. Donc vraiment, si vous voulez voir la suite et bien comprendre comment est-ce qu'on procède et même faire des couronnes, on peut faire d'autres structures avec cette belle ressource, rendez-vous demain. 14h30. Oui, parce que nous rappelons que la ferme de Paris est en plein bois de Vincennes, juste à côté de l'hippodrome. On continue notre visite de la forêt. Donc je disais tout à l'heure que voilà, en ville, comment est-ce qu'on peut pratiquer ça? Parce qu'on est sur une chaîne de la ville de Paris. Et là, on a la chance ici à la ferme d'avoir cet grand espace. William a dit tout à l'heure qu'on avait environ 1000 m² juste pour la forêt nourricière. Donc c'est une chance, l'espace n'est pas un enjeu pour nous comme on peut le voir en ville où il y a une vraie pression du territoire sur la végétalisation. Il y a des espaces qui sont plus éparses ou autres. Mais en fait, il faut savoir que vous ayez un pied d'arbre à végétaliser, un balcon, une jardinière, un jardin partagé, en fait, vous pouvez cultiver en suivant les principes de la permaculture, en appliquant ces principes-là dans la gestion de votre petit espace, peu importe de quel espace il s'agit. Et il y a vraiment des recettes qu'on peut vous donner, des petits tuyaux comme ça. Et pour ça, c'est rendez-vous quand déjà? C'est dans 15 jours.
Non, mercredi prochain. Mercredi prochain. C'est mercredi prochain qu'on vous présentera ce qu'on appelle en fait la guilde végétale. En fait, une guilde végétale, c'est quand on vient associer plusieurs végétaux sur plusieurs strates autour d'une plante principale, donc c'est souvent un arbuste ou un arbre en ville. Et voilà comment est-ce qu'on vient provoquer une synergie qui fait que j'ai moins besoin de me préoccuper de mon sol ou de venir arroser ou de pailler ou autre. La permaculture, la guilde du verger, un événement en direct toujours de la ferme de Paris, le 17 février. C'est ça, c'est ça. Et ce sera avec ma collègue Caroline. Caroline. Pardon. Qui on a connu à la ferme Binet il y a quelques temps. C'est ça, c'est elle. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des intérêts de la forêt nourricière. C'est pas tout à fait le dernier néanmoins, mais c'est super intéressant. Vous voyez là, on a une des seules fleurs visibles en forêt en ce moment. Donc ici, cette plante-là s'appelle le Mahonia. C'est vraiment super joli. Donc ici, on a les fleurs et juste un peu plus haut, on a les bourgeons. En fait, on vient aussi cultiver des plantes, que ce soit des arbres ou des plus petites plantes, pour attirer les insectes, les oiseaux en forêt nourricière. En fait, les auxiliaires de culture ont un rôle indispensable en agriculture. Là, le Mahonia, c'est une plante qu'on a mis exprès parce qu'elle vient fleurir très très tôt au printemps. Donc là, on est encore au début de l'hiver, si j'ose dire. Elle est un peu précoce, mais voilà, elle peut venir plaire aux butineurs qui eux aussi sont précoces dans la saison. Et ensuite, plus tard dans l'année, elle fait des grosses baies noires violacées qui viennent plaire aux oiseaux. En fait, les oiseaux viennent manger sur cet arbre-là. Les oiseaux viennent aussi manger les baies du sureau. Ici, c'est un sureau noir. Donc elles sont comestibles pour nous, mais il faut à certaines conditions. Mais elles plaisent surtout aux oiseaux, ces baies-là. Et juste à droite, ici, c'est un prunelier. Alors, c'est pas un prunier, c'est un prunelier qui fait aussi des baies noires violacées. Et en fait, c'est assez intéressant cet arbre-là au niveau des terminologies parce qu'il porte d'autres noms que je trouve un peu poétiques. On l'appelle aussi la mère des bois, l'épinette, parce qu'elle fait il y a des petites épines. Donc voilà, c'est les autres noms, ou l'épine noire. Il faudra vraiment qu'on revienne quand tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'en hiver, c'est assez dur de reconnaître les plantes, mais c'est vrai que en fait, en permaculture, il n'y a pas de secret, il faut complexifier le milieu. On le verra avec l'épisode sur la biodiversité et la mare. En fait, le secret, c'est de complexifier le milieu et de le rendre autonome. Donc complexifier, c'est-à-dire varier les essences, attirer le plus d'insectes, le plus de biodiversité, végétale ou animale. Donc voilà, ça c'était une fonction, bien sûr, c'est de plaire aux oiseaux, de plaire aux butineurs. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, on est une ferme pédagogique, on veut plaire au public, c'est super important. Les animations de cueillette, de cuisine, avec les petits, avec les grands, les plantes sauvages, mais aussi les plantes qu'on connaît bien. William, je te laisse la parole. Oui, merci Nora. Donc là, on va arriver sur 2 parcelles, comme vous allez pouvoir le voir. Donc ici, ça plaît énormément parce qu'en fait, on va pouvoir retrouver des petits fruits rouges qui plaisent tant au public. Donc on va retrouver des framboisiers qu'on peut cueillir bien sûr quand ils sont prêts. Et juste ici, juste derrière, vous avez le groseillier à maquereau, parce qu'on le reconnaît parce qu'il a des petites épines juste là, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Donc William disait, on a de vrais paramètres par rapport à l'accueil du public. Donc on rend l'espace accessible. Donc on fait tous ces cheminements-là avec ces beaux aménagements. Il y a vraiment une autre sensibilité, c'est de rendre l'espace joli et praticable pour tous les publics, que ce soit en poussette, en fauteuil roulant ou autre. On est dans une forêt, c'est assez difficile. Voilà, donc on pense à tout ça, on rend l'espace sympathique pour le public parce qu'on met des plantes qu'ils reconnaissent, qu'ils peuvent cueillir, et aussi on met des fleurs. Là typiquement c'est le jasmin d'hiver qu'on peut voir. Celui-là il ne va pas tellement plaire aux insectes ou aux oiseaux, il n'a pas des fonctions de fixateur d'azote ou autre, mais il fait des fleurs en hiver, il vient habiller notre forêt nourricière qui est un petit peu vide de feuilles ou de fleurs ou de fruits en ce moment par exemple. Donc voilà, et puis une autre plante qui est assez iconique à la ferme, enfin en tout cas
en forêt nourricière, c'est cet espace-là. Donc c'est en quelque sorte la clé de voûte de notre forêt nourricière. Donc on a construit une pergola qui vient en fait faire appuyer cette liane. Vous la reconnaissez certainement, c'est une vigne. Donc vous voyez, elle part d'ici. Hein. Elle part de là. Et en fait, elle grimpe très très haut et très loin sur cette pergola. Et en fait, donc, non seulement elle va créer de l'ombre et créer un genre de cheminement naturel quand on est public, on passe en dessous. Mais en plus, les grappes de raisin, donc c'est le raisin, c'est la vigne Philippe. Celle-ci, elle fait des raisins noirs, à peau un petit peu épaisse, mais très très bon, en forme de goutte, la vigne Philippe, pour ceux que ça intéresse. Et en fait, il y a juste à venir se servir comme ça. Les grappes pendent et il y a juste à venir se servir, c'est vraiment joli. Et voilà, le public aime beaucoup ça. Donc voilà, c'était une présentation de la forêt nourricière, de la permaculture. On espère que vous avez bien compris et voilà, on espère aussi que vous pourrez venir parce qu'on a ouvert cet espace-là, la forêt nourricière, au public cette année. Donc dès notre réouverture, voilà, on espère que vous pourrez tous en profiter. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci Enora, merci William. Nous vous donnons rendez-vous demain à 14h30 pour le tressage des losiers. C'est ça. Merci d'être avec nous sous ce froid. Oui, je vous en prie, c'était agréable. Et au revoir tout le monde, à demain.